Camarades du monde, passionnés du Congo, bienvenue dans le magazine Perspective, ce magazine des chocs d'idées, où les idées et les grandes idées se rencontrent, mais surtout aussi, nous discutons des sujets internationaux, des questions de géopolitique. Nous recevons pour vous aujourd'hui Jonathan Kienge. Enchanté. Bienvenue, Jonathan Kienge. Merci beaucoup. Vous êtes un entrepreneur. Oui. Vous êtes aussi un cadre d'un parti politique de l'opposition. L'opposition, exactement. Alors, vous êtes aussi par ailleurs président de l'ONG SOS Enfants d'Éden, c'est bien ça, oui. Au service des orphelins et appui aux jeunes entrepreneurs. C'est ça. Vous exercez depuis 2021. Oui, exactement. Okay. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, M. Guy. Alors, avec vous, nous allons aborder une question internationale, parce qu'il faut rappeler que vous êtes licencié de l'ULB, Université libre de Belgique, Libre de Bruxelles. De Bruxelles, ouais. En sciences politiques et relations internationales. C'est ça. Alors, vous êtes sans ignorer que l'actualité internationale aujourd'hui est marquée par la hausse des tarifs douaniers de la part des Américains, avec à sa tête le milliardaire Donald Trump, exactement, qui a haussé les tarifs douaniers à tous les pays, et les pays africains ne sont pas épargnés. Exactement. Alors, quelle analyse faites-vous? Est-ce que les relations entre les États-Unis et l'Afrique, les relations commerciales peuvent être un peu bouleversées? Quelle est votre analyse sur ce point de vue? Merci, M. Guy, pour la parole. Effectivement, M. Donald Trump arbore des mesures protectionnistes pour protéger les intérêts des États-Unis, selon lui. Et il a en ligne de mire une cible en particulier, qui est la Chine. La Chine, je pense que M. Donald Trump a augmenté à valeur de 134% les tarifs douaniers pour la Chine. Alors pour nous, Africains, qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut sembler quelque peu loin pour nous et dire que voilà, bon, c'est une bataille entre deux grandes puissances économiques et que l'Afrique sera épargnée. Mais loin de là. En fait, cette guerre économique entre la Chine et l'Afrique s'annonce comme une véritable tempête pour l'Afrique dans l'avenir, si nos dirigeants africains ne prennent pas garde et ne prennent pas des mesures adéquates afin d'éviter la catastrophe dans le futur. Vous avez cité la Chine qui est par exemple un pays, un grand pays fournisseur de la RDC. Exactement. Comment est-ce que l'économie congolaise pourrait être affectée par les tarifs que la Chine subit à plein fouet des États-Unis? En fait, vous savez que déjà l'économie congolaise est en majorité une économie primaire, extractive. On importe la majorité de nos produits vers la Chine et c'est la Chine qui nous achète et qui revend en majorité les produits Congo dans le monde entier. Donc c'est-à-dire que si la Chine n'arrive pas à écouler les produits, ça va impacter in fine l'économie congolaise parce que on n'aura plus autant, notre partenaire principal n'arrive plus à écouler ses produits et indirectement nos produits aussi. Et donc on sera frappé de plein fouet. Donc c'est pour ça que je disais que si nos dirigeants africains ne prennent pas garde, on risque de subir un choc extérieur. Comme notre économie n'est pas vraiment assise, ça risque de créer des bouleversements dans notre pays. Malgré les bouleversements, rappelons quand même que l'Afrique a un accès privilégié avec l'accord de l'AGOA, promulgué en 2001 par les États-Unis, qui donne un accès privilégié de certains produits, on estime jusqu'à 6800 produits africains dans le marché américain. Est-ce que, avec la hausse des tarifs douaniers de Donald Trump, est-ce que la loi sur l'AGOA est un peu menacée? Alors, il faut rappeler d'abord que l'AGOA est un accord spécifique préférentiel. Oui. Comme vous avez expliqué, que les États-Unis octroient à certains pays africains qui remplissent certaines conditions d'éligibilité pour rentrer dans cet accord préférentiel. Et tant que vous remplissez les accords et les conditions de l'accord, vous n'êtes pas impacté par les hausses de tarifs douaniers. Ce que où le bas blesse et où ça peut vraiment porter préjudice pour la RDC, c'est que dans une des conditions d'éligibilité à cet accord,
c'est qu'il y a une condition primordiale de bonne gouvernance, d'état de droit, d'anticorruption. Et c'est là que ça peut faire mal pour la RDC si on ne respecte pas ces conditions-là et on n'est plus éligible à la Goa. Alors là, ça peut faire mal parce qu'on sera impacté de plein fouet et on ne rentrera plus dans les conditions de la Goa. Mais tant que vous respectez les conditions d'éligibilité, vous n'êtes pas impacté par la hausse des tarifs douaniers. Mais il faut rappeler que la RDC est redevenue membre de l'AGOA après près de 10 ans d'exclusion. Oui, c'est ça. C'est en 2024 elle a été éligible à nouveau. Elle a même sollicité un sommet. Exactement. Mais vous savez que toute chose change très vite. Aujourd'hui, je pense qu'auprès de la communauté internationale, on sait que la RDC, on n'est pas un État failli, on n'est pas un État de droit, de bonne gouvernance. Et effectivement, on a été éligible et j'espère que ça va perdurer. Mais il suffit d'une petite chose et les choses peuvent basculer de l'autre côté. Y a-t-il des efforts quand même fournis par le Congo pour être éligible à toutes ces conditions? Effectivement, il a dû avoir des efforts parce que si le Congo aujourd'hui est éligible, c'est qu'il y a eu des efforts à un certain niveau diplomatique. Mais personnellement, je trouve qu'au niveau de l'état de droit et de la bonne gouvernance, on est encore loin des objectifs qu'il faudrait atteindre. Vous saluez ces efforts? Oui, je salue cet effort diplomatique parce que ça ne peut être que bénéfique pour le pays. Tant que c'est bénéfique pour le pays, je salue cet effort. Mais je pense qu'il y a encore un grand boulot à achever. Un grand boulot, ok. Et l'ASLECAF, parlons de l'ASLECAF, est-ce que ça peut être une alternative pour certains Africains puisque c'est un accord de libre-échange entre les pays africains qui facilite un peu, qui met fin aux barrières douanières entre... Exactement. Je pense que la ZCAF est une stratégie, un levier que l'Afrique pourrait utiliser pour contourner cette hausse de barrières douanières. Effectivement, à court terme, je ne trouve pas, mais à long terme et à moyen terme, oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le problème qu'on a avec la ZCAF, donc le marché de libre-échange continental africain, c'est qu'on reste beaucoup dans un cadre théorique. On n'a pas encore actionné la pratique. On est beaucoup dans le théorique, on parle de ce marché commun, mais effectivement, on est dans un cadre théorique. Donc, si on passe à la pratique, je pense que ça peut vraiment être une solution sur le long terme afin de justement de passer outre ces sanctions douanières. Et je pense que plus tard, vraiment, si on se met avec du sérieux et qu'on accélère le processus, ce sera un premier pas pour l'Afrique d'ambitionner d'être comme l'Europe. Parce que l'Europe, voilà, c'est à une autre échelle, ils sont beaucoup plus loin. Mais je pense que ce sera un premier pas. Eux, ils ont déjà le marché commun, ils ont la suppression des douanes. Oui. Donc je pense que ce sera un premier pas à arriver dans un idéal comme l'Union européenne. Donc je pense que la politique de Donald Trump, c'est une aubaine pour les Africains de s'unir pour pouvoir développer de nouvelles stratégies communes. Je pense que c'est une aubaine si nos dirigeants anticipent. Il faut anticiper les dégâts. Et si on arrive vraiment à accélérer ce processus de la ZCAF, je pense que c'est une aubaine pour les Africains d'être solidaires entre eux. Et parce que vous savez, l'économie africaine est très sensible au choc extérieur. Tout à fait. Parce qu'on dépend effectivement on a très peu de partenaires commerciaux, des partenaires commerciaux traditionnels. Il faut élargir les partenaires commerciaux. Exactement, oui. Je pense qu'une des stratégies, un des leviers pour l'Afrique, afin d'éviter ça, c'est diversifier les marchés d'exportation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est devenu mondialisé. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas rester dans cette optique de binaire, c'est soit les États-Unis, soit la Chine, soit la Russie. Aujourd'hui, il y a des débouchés. Il y a par exemple les BRICS aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Il y a des pays d'Amérique du Sud avec qui on peut très bien traiter. D'autres pays d'Asie aussi, du Sud-Est et mineurs avec qui on peut traiter. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse diversifier nos marchés d'exportation et favoriser aussi les rapports sud-sud au lieu de nord-sud. Donc voilà, pour moi, c'est une stratégie vraiment à mettre en place pour essayer de moins subir tous ces chocs extérieurs.
Vous avez dit que ce sont des évidences, que l'on doit élargir des partenariats commerciaux avec d'autres pays. Mais avec quels leviers concrètement, de façon pragmatique, quels sont les leviers aujourd'hui de la RDC qui peut éventuellement lui permettre de négocier d'égal à égal avec, par exemple, les entreprises américaines, les entreprises sud-africaines? Quels sont les leviers de façon pragmatique que la RDC dispose aujourd'hui? Alors, pour moi, la condition sine qua non, la condition que la RDC doit remplir avant tout, et je pense que vous avez suivi récemment ici la venue du conseiller Afrique, M. Massad Boulos, ici en RDC, et il a dit indirectement, la condition sine qua non, avant de pouvoir négocier d'égal à égal avec l'Afrique, c'est que la RDC puisse respecter la démocratie, que la RDC soit un état de bonne gouvernance, la RDC puisse assainir le climat des affaires, la RDC puisse endiguer la corruption et un état de droit. Tant qu'on ne remplit pas ces conditions, ça sera difficile qu'on négocie avec les États-Unis parce que c'est une condition même que Massad Boulos a dit que nous devons beaucoup travailler dessus. Mais si nous remplissons ces conditions, je pense que la RDC a beaucoup de potentialité. Je pense notamment à ses ressources naturelles aujourd'hui. La RDC est le pays le plus riche sous-sol du monde. Donc le coltan, le lithium, le cuivre, le cobalt aujourd'hui, l'étain sont des ressources stratégiques au développement des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, la RDC peut faire valoir ses ressources naturelles. Ensuite, je pense que par sa position géopolitique, la RDC peut faire valoir aussi sa position géopolitique parce qu'aujourd'hui, la RDC est un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, au carrefour de tous les pays d'Afrique australe et d'Afrique centrale. Et par cette position géostratégique, la RDC peut faire valoir, inciter les intérêts des États-Unis à investir dans sa position géopolitique. Ensuite, je pense qu'aussi le marché de la RDC, aujourd'hui, la RDC, c'est 2 345 410 km², avec une population d'environ 100 millions d'habitants. Ça peut susciter un intérêt certain auprès des États-Unis et des entrepreneurs des USA afin d'investir un nouveau marché, en tout cas en Afrique. Ensuite, aujourd'hui, vous êtes au courant qu'aujourd'hui, la plupart des pays européens et des USA font du cheval de bataille la transition énergétique et climatique. En effet. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on entend ça dans les discours de politiques européens et américains. Et la RDC, par son bassin forestier et par son barrage Inga, peut être la clé de voûte de cette transition énergétique et climatique. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut peser sur la balance dans une négociation d'égal à égal avec les États-Unis. Et donc voilà, je pense que c'est les leviers que la RDC peut actionner en tout cas. Et puis sans oublier aussi le soft power congolais. Les gens nous le disent souvent, mais le soft power aujourd'hui, dans les relations internationales, c'est très important. Et le Congo possède un soft power qu'on néglige peut-être, mais le Congo, par sa culture, par sa musique, par sa diaspora, tout cela fait partie du soft power congolais, sur lequel aussi le Congo peut appliquer un levier dans cette négociation. Restons sur la transition énergétique. Mis à part la RDC, de façon globale, est-ce que l'Afrique est prête pour la transition énergétique? C'est sûr que l'Afrique n'est pas encore prête, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les, les paramètres sont au vert pour cette transition écologique, parce que on est encore très loin d'atteindre l'Europe. Aujourd'hui, si les USA et l'Europe pensent à cette transition écologique, mais c'est parce qu'ils sont arrivés à maturité et après avoir eu un long développement, ils sont passés par l'industrialisation, révolution industrielle, ils ont eu tout le temps aujourd'hui maintenant de penser à cette transition écologique. Et l'Afrique doit, pour rattraper ce retard, doit fournir beaucoup d'efforts afin d'arriver à ce retard. Donc c'est à nos gouvernants de combler cet effort et aussi d'attirer des investisseurs étrangers afin de combler ce retard, afin que l'Afrique puisse arriver à cette transition écologique.
Évidemment, il y a quelques exceptions. Je vois certains pays africains qui se débrouillent pas mal. Il y a l'Égypte notamment, Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du l'Algérie. Sud, la Namibie. C'est des pays qui sont en train d'avoir un pas vers l'avant dans cette transition écologique. Mais moi, je parle du Congo RDC. Aujourd'hui, on est très loin de cette transition écologique, mais c'est un pays clé et ça peut être la clé de voûte. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'attirer les investisseurs afin que le Congo puisse rejoindre le pas. Mais je pense que vous êtes jeune, influent dans le milieu de la jeunesse. Vous pouvez éventuellement organiser des forums pour faire des propositions au gouvernement congolais pour mettre en application toutes ces idées. Alors, Jonathan Kienge, nous sommes déjà à la fin de notre interview. Quelles seraient vos recommandations au gouvernement congolais face au bouleversement actuel géopolitique? Quelles peuvent être les recommandations étant que jeune congolais patriote? Ok. Si je devais fournir certaines recommandations dans ce cadre aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, gouvernement congolais, je pense que, bon, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, la première chose, ce serait de diversifier nos partenaires commerciaux internationaux. Comme j'ai dit, l'Afrique est la RDC en particulier, est beaucoup trop dépendante de certains partenaires commerciaux comme la Chine. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit ouvrir notre éventail pour essayer de subir moins les chocs extérieurs. Aujourd'hui, cette guerre entre la Chine et les États-Unis vont beaucoup nous impacter. Faut pas qu'on se le cache parce que nous, la RDC, on dépend beaucoup de nos ressources naturelles et de l'extraction de nos ressources naturelles. Et la deuxième chose, je pense que la RDC devrait investir dans la transformation locale et la valeur ajoutée de nos produits pour essayer de ne pas brader nos ressources naturelles en fait. Et en plus, in fine, une fois qu'on investit dans la transformation locale et la valeur ajoutée, on crée socialement aussi de l'emploi pour les jeunes parce qu'aujourd'hui l'Afrique est 60% des habitants de l'Afrique et de la RDC même sont des jeunes de moins de 25 ans, c'est des jeunes qui sortent des études mais qui n'ont pas de boulot. Donc si la RDC arrive à appliquer un plan industrialisation et la transformation locale, ça pourrait être très intéressant pour la jeunesse, en tout cas. Troisième chose, je pense que il faudrait que la RDC puisse appliquer un cadre légal et douanière stable, juridique, par rapport aux taxes douanières. Oui, non. Aujourd'hui, je pense que la plupart des entrepreneurs comme moi se plaignent de la hausse et de la multiplicité des organes douaniers aux frontières qui tracassent nos entrepreneurs. Aujourd'hui, on paye quasi 100% de taxes douanières à nos frontières à cause de cette multiplicité. Vous payez ici, vous payez ici, vous payez ici. Donc je pense qu'il faudrait déjà numériser nos douanes pour avoir une traçabilité claire sur nos entrées douanières et avoir vraiment des taxes transparentes et stables et aussi un cadre juridique clair. Et donc voilà. Et puis aussi essayer d'accélérer le processus, comme je disais, des accords bilatéraux, des accords multilatéraux sud-sud. Ça piétine, les accords? Oui, ça piétine encore et on en parle beaucoup, mais on n'est pas assez dans la proactivité. Je pense qu'on devrait vraiment mettre un coup de boost là-dedans. Et c'est une recommandation voilà, c'est certaines recommandations en tout cas que je recommanderais au gouvernement congolais. Merci et j'espère que vos recommandations vont atteindre les autorités congolaises et aussi certains leaders africains, panafricains qui nous regardent pour pouvoir atténuer tant soit peu les chocs que l'Afrique subit à cause des petites guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine. Alors, nous vous remercions encore une fois. Merci beaucoup. Nous espérons vous revoir très prochainement.
Quand vous voulez, en tout cas. C'est un grand plaisir. Camarades du monde, passionnés du Congo, le magazine Perspective touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode autour des sujets de géopolitique, les sujets qui bousculent un peu le monde, les relations diplomatiques, commerciales. Nous vous disons à bientôt. Merci. Beaucoup. Merci. Merci. Merci.